Cette partie est consacrée à la fabrication et à l'emploi de biofertilisants. Dans un premier temps, vous sera présenté un compost particulier, le bokashi. Dans une vidéo, vous pourrez voir comment sont produits les phosphites qui constituent un des éléments du bokashi. Puis vous découvrirez comment se fabrique le bokashi, comment on procède à son application et comment on l'emploie à travers une vidéo. Après la présentation du bokashi, nous passerons à un autre engrais organique, le Super Magro Solide, dont vous examinerez les différents avantages. Puis vous découvrirez comment se fabrique le Super Magro liquide dans une vidéo. Par la suite, vous disposerez de recettes d'autres biofertilisants à base de plantes. Et des conseils vous seront fournis sur leur mode d'application. Enfin, vous découvrirez les intérêts des micro-organismes bénéfiques. Qu'est-ce que le bokashi ? Le bokashi signifie matière organique fermentée en japonais. À l'origine, c'est effectivement un engrais organique biologique fermenté utilisé au Japon. Le bokashi est un engrais solide, produit à partir de matières organiques, résidus de culture ou de cuisine et d'éjection d'animaux. La fabrication de compost organique fermenté consiste à une semi-décomposition de résidus organiques au moyen de micro-organismes. Le bokashi présente de nombreux avantages. Le bokashi convient très bien aux petites exploitations car il peut être fabriqué sur place, par chaque ferme et à faible coût. On peut le préparer à peu près partout car les matériaux utilisés sont choisis en fonction des disponibilités de chaque région. Ainsi, il ne nécessite pas de transport et son prix de revient est faible. La recette peut être adaptée et améliorée par chaque paysan en fonction du climat et de la qualité du sol. La préparation nécessite peu de temps, contrairement à celle du compost. Sa fabrication ne nécessite pas de gros matériel, simplement quelques outils courants. Le bokashi favorise la croissance des plantes à l'aide de matériaux naturels et sains. Il n'émet pas de gaz toxiques ni de mauvaises odeurs. Il existe plusieurs recettes pour préparer le bokashi. D'une part, comme pour le compost, le bokashi se prépare à partir de matières premières différentes selon les endroits, puisque l'on tient compte des matériaux disponibles sur place. D'autre part, la fermentation peut être aérobie. C'est le cas lorsqu'on prépare de grandes quantités. Pour de petites quantités, on pratique plutôt une fermentation anaérobie. La première recette est la méthode aérobie. Bien entendu, chacun utilisera les matériaux disponibles localement en prenant en compte les nutriments nécessaires. On rassemble les matériaux suivants: de la bouse de vache, source d'azote et de phosphore, un activateur biologique tel que de la mélasse ou des levures commerciales, des matériaux secs comme de la sciure de bois ou des balles de riz, de la cendre de bois ou des phosphites, puis de la levure de boulangerie ou une levure maison. La hauteur du tas est à adapter au climat de la région afin d'atteindre la bonne température. En moyenne, elle est de 1,20 m. Ce tas est disposé à l'ombre. On retourne le tas régulièrement tous les jours. Cela permet de l'aérer. Un retournement consiste à former 2 tas de suite à partir d'un premier tas. Au bout d'une semaine, le tas devient brun. Plus tard, il prend une couleur grise et sa texture devient fine. Le bokashi préparé en aérobie est prêt au bout de 12 jours. Il est préférable d'appliquer aussitôt le bokashi sur la terre. Mais on peut également le conserver pendant 3 mois. Dans ce cas, on le met en sac et on le place à l'ombre dans un endroit sec et bien ventilé. La recette détaillée du bokashi est en téléchargement à partir du site internet d'Initiative Climat.
La seconde recette pour la préparation du bokashi convient pour de petites quantités. Elle fait appel au processus anaérobie. Pour le début, on procède de la même façon que dans la première recette, mélange, arrosage. Une fois le mélange effectué, on emballe l'ensemble dans un grand sac ou bien dans un récipient en plastique noir qu'on ferme hermétiquement et que l'on place à l'ombre. Le bokashi est prêt quand il répand une odeur douce de matière fermentée et quand apparaissent des champignons. Si le bokashi a une odeur de pourriture, il a mal fermenté. Il est alors inutilisable. Cette méthode de préparation du bokashi nécessite 3 à 4 jours dans les zones tropicales. Les 2 séquences qui suivent présentent la fabrication de ce compost. Voici tout d'abord une vidéo sur la fabrication des phosphites qui sont un des éléments du bokashi. Ici, nous sommes sur le processus de production du phosphore. Et comme vous le savez, la plupart des plantes ont des exigences en phosphore. Donc, naturellement, on pense que c'est le conventionnel qui peut nous donner du phosphore. Alors que naturellement, on a des atouts naturels pour produire du phosphore. Ce qui fait que nous avons lancé ce processus de production du phosphore à base des os des animaux. Ici, nous utilisons les mâchoires de bœufs, les os d'abattoir que nous ramassons et nous mettons en calcination. Donc, après la calcination, vous allez voir que 30 minutes après, tout va devenir blanc. Nous allons recueillir un produit que nous appelons, qui est riche en calcium et en phosphore liés. Après tout, nous allons dissocier avec un processus de combustion lente, dissocier le calcium pour avoir le phosphore libre. Donc, c'est ce phosphore libre-là que nous allons utiliser, soit uniquement, tout simple comme ça, ou soit mélanger à d'autres productions comme bokashi, le supagro liquide ou le supagro solide. La vidéo qui suit présente la fabrication du bokashi. Pour fabriquer le bokashi, nous utilisons au premier abord les déchets animaux. Donc, les déchets animaux. Ici, il n'y a pas de spécificité. Que ce soit la fiente, les boules de vache, tout rentre ici pour le bokashi. Ici, vous avez les déchets de vache que nous utilisons, qui nous fournit les principaux éléments fertilisants de la bokashi. En plus de ça, nous utilisons ce que nous appelons l'humus. L'humus, vous pouvez utiliser l'humus ou la terre déjà enrichie. Ici, nous avons le phosphore qui est produit à base des os de vache. Nous utilisons la brisure de charbon qui est utilisée pour la conservation des éléments nutritifs que vont nous donner les micro-organismes. Il y a aussi la levure pour la fermentation. Vous avez le sucre qui est utilisé pour donner de l'énergie pour la multiplication des micro-organismes dans la bokashi. Vous avez le son de riz qui nourrit en quelque sorte les micro-organismes pour une multiplication rapide, l'accroissement rapide des micro-organismes dans le bokashi. Et ici, vous avez le copeau qui est utilisé. Mais au niveau du copeau, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez ajouter les balles de riz ou soit les pâches de café. Vous pouvez mélanger les trois, ou soit si vous avez un élément en quantité suffisante, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, à côté, vous avez de l'eau dans laquelle nous allons diluer le sucre et puis la levure. Les micro-organismes doivent se développer sous une température de entre 28 et 32 degrés dans le bokashi. Donc, quand le bokashi est sec, vous créez un milieu anaérobie, donc où il n'y a pas l'oxygène pour le développement des micro-organismes. Donc, le bokashi doit avoir une certaine humidité. Et c'est pourquoi nous diluons chaque fois avec de l'eau. Chaque temps que nous produisons, nous amenons de l'eau pour créer ce milieu aérobique pour le développement des micro-organismes.
L'opération suivante, c'est le retournement. Le retournement qui a deux objectifs, c'est-à-dire bien mélanger les éléments et ensuite lancer la phase de refroidissement. C'est la phase de refroidissement qui est importante dans la production de bokashi. Parce que si vous ne savez pas et vous faites un bokashi qui n'est pas mieux vous apporter ça, la plante va mourir. Donc vous devez vous assurer bien retourner le bokashi, bien vous assurer que c'est bien froid avant de passer à l'utilisation. D'abord, pour casser, nous faisons quelque chose pour voir la superposition des couches. Si il arrivait que la couche que vous voyez ici ne se fait pas voir bien, ce qui voudra dire que dans la vérification, vous allez voir qu'il y a un élément qui est en surplus. Donc vous devez avoir les couches en même proportion, ce qui vous rassure que vous avez bien fait votre truc. Maintenant, nous allons retourner. Donc, pour le retournement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On lance le truc pour que l'air puisse pénétrer au maximum possible. Maintenant, nous allons ajouter le dernier élément qui est le phosphore. Et pour mettre le phosphore, le processus, c'est de faire en sorte que la fixation soit faite avant l'autre retournement. Donc, nous procédons de cette façon. Nous mettons un trou un peu au milieu. Nous ajoutons notre phosphore. Qu'on referme. Le deuxième retournement va se faire 8 heures de temps après. Et quand on va venir faire le deuxième retournement, les éléments nutritifs se sont déjà soudés par affinement. Ils vont s'associer par affinement. Vous allez voir chaque élément négatif, si c'est 2 électrons libres, c'est 1 électron libre, ils vont s'associer. Et là, maintenant, vous allez refroidir le bokashi. Donc, 8 heures de temps après, nous allons revenir pour faire le retournement et tout est OK. Les 3 premiers jours, nous allons faire les 2 retournements par jour et les 12 derniers jours, nous allons faire un seul retournement et 15 jours. Notre compost est prêt. En général, le bokashi est appliqué sur le sol avant les plantations. Il est enfoui à une profondeur de 5 à 10 cm et recouvert de terre, car les micro-organismes ne survivent pas à la lumière du soleil. On peut commencer les plantations aussitôt après. La dose d'application est de 100 à 200 g de bokashi par mètre carré. Toutefois, on peut augmenter cette dose si la teneur du sol en matière organique est faible. La dose maximum est de 1 kg par mètre carré. Dans la séquence suivante, vous pouvez visionner une vidéo sur l'emploi du bokashi pour le maraîchage. Ici, nous avons un bokashi mûr qui peut être déjà utilisé. Donc, ça a déjà fait les 15 jours. Donc, ça peut être appliqué au plant directement. Donc, il n'y a plus de chaleur. Tout est prêt pour l'utilisation. Dans cette parcelle, vous allez voir qu'on a mis le manioc. Le manioc, malgré que ça a été mis au même moment, vous allez constater des différences de croissance. En haut ici, vous allez voir des plants qu'on croirait être mis différents de 3 mois par rapport aux autres qui sont en bas. Nous avons en effet conduit un programme de vacances avec les élèves, avec lesquels nous apprenons la gestion durable des terres, le concept matière pratiquant l'agriculture durable. Donc, au moment de ce programme, ce qui était dit est que les élèves vont apporter le bokashi en couverture avant d'installer le manioc. Maintenant,
Ce qu'ils ont pu faire avant de partir, c'est cette parcelle, c'est cette petite parcelle qui est en haut. Et puis, ils ont mis le manioc. L'autre, ils n'ont pas pu tout faire. D'ores et déjà, vous allez voir que la parcelle, là, quand vous puisez, déjà en plus de la croissance qui nous donne des informations, quand vous puisez, vous allez avoir la croissance, les racines. Blanc, 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 blanc. Ça montre que la terre est riche à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Mais quand vous descendez en bas, là où c'est pas mis, qu'est-ce qui est constaté? On a d'abord, vous allez voir qu'il n'y a pas de fermeture. Ici, c'est hermétiquement fermé. Vous dépensez moins pour le saclage. Ici, c'est pas fermé. Ici, nous ne pouvons plus sacler, mais ici, on est obligé d'intervenir en saclage encore 1 ou 2 fois. Donc, vous voyez déjà l'avantage de ce produit que nous sommes en train de fabriquer. Le coût pour la production, le coût pour le paysan aussi en entretien. Tout ça là, c'est le paysan qui gagne en fin. Et ce qui nous renforce encore, c'est que le bokashi, quand vous l'utilisez pour une fois, la première année, le rendement que vous avez, c'est pas que l'année prochaine, le rendement va diminuer. Par rapport à l'agriculture itinérante sur bureau, vous faites une année et 3 ans après, vous n'avez plus rien, vous êtes obligé de partir. Ici, le rendement s'augmente chaque année de 0,25 jusqu'à 7 ans. Vous n'apportez plus. Mais les 7 années qui vont suivre, le rendement ne fera que croître. Ne fera que croître. C'est un peu les avantages que nous tirons de ce produit que nous vulgarisons. Le Super Magro Solide est un engrais organique qui est fabriqué avec de la bouse de vache fraîche, du lait de vache, de la mélasse ou du jus de canne, des phosphites ou de la cendre de bois, ou bien encore de la poudre de roche. Tous ces ingrédients sont déversés dans un certain ordre dans un grand bidon, puis mélangés. Puis le bidon est recouvert avec un morceau de moustiquaire non imprégné ou avec un tissu léger. Ensuite, le bidon doit être placé dans un endroit sec et ombragé pendant 30 jours. Après cette période, on forme avec la matière obtenue de petites briques de 5 cm de côté que l'on fait ensuite sécher à l'ombre. Pour utiliser le Super Magro Solide, il suffit de mélanger 1 kg de briques dans 100 litres d'eau. Une fois filtré, le produit doit être pulvérisé en application foliaire. La recette détaillée de cet engrais est en téléchargement sur le site internet d'Initiative Climat. Dans la séquence suivante, vous pourrez visionner une vidéo sur la préparation du Super Magro liquide. Ce fertilisant est pulvérisé sur les feuilles de la plante. Il renforce la tige et les feuilles qui se fanent ainsi moins vite et la plante elle-même. La fabrication du Super Magro liquide nécessite un matériel simple, mais requiert quelques compétences, car il est plus difficile à produire que le Super Magro solide. Cet engrais convient particulièrement pour la culture de la tomate et celle du piment. Nous allons préparer un engrais liquide appelé Super Agro, avec les éléments que vous voyez devant nous comme ça. Ici, vous avez la boule de vache fraîche. Ici, nous avons la farine de roche. Ici, nous avons le phosphore fabriqué à base des eaux d'abattoir. Ici, nous avons le lait. Ici, nous avons la cendre. Ici, nous avons le levure. Ici, nous avons le sucre. Et à côté, nous avons l'eau. Nous avons notre tonneau de 200 litres à côté. Nous allons remplir le tonneau. Et qu'au niveau 100 litres. On ajoute de l'eau pour diluer la boule de vache. On dilue la boule de vache.
Maintenant, nous allons bien mélanger le liquide dans le tonneau. Nous allons ajouter le lait. Nous allons ajouter la cendre. Nous allons ajouter la farine de roche. Ensuite, nous allons ajouter du phosphore. Nous allons ajouter un mélange composé d'eau, du sucre et de la levure. On mélange. Et puis on ajoute et on mélange. Oui. Maintenant, nous allons monter le niveau de l'eau jusqu'à 150 litres dans le tonneau. Nous allons tout mélanger. Le tonneau étant 200 litres, la capacité est 200 litres. Maintenant, on l'a rempli jusqu'au niveau 150 litres. On mélange. Maintenant que tout est mélangé, nous allons fermer le tonneau. Nous allons fermer rapidement pour que l'oxygène ne rentre pas. Ici, on doit tout faire pour que l'air ne rentre pas. Il ne doit pas avoir d'échappatoire. Déjà, si vous faites ça et puis l'air rentre, vous saurez parce que la réaction, l'oxygène ne va pas sortir dans le but que nous allons disposer après pour le tonneau. Donc, nous prenons, avec ce petit dispositif, nous fermons. Et le dispositif permet au CO2 de s'échapper, mais pas l'oxygène de rentrer. Donc, le niveau 50 qui était laissé sera occupé par le CO2, qui va toutefois chercher à sortir à tout moment. Donc, nous aussi, nous allons le laisser sortir, mais empêcher l'oxygène de rentrer. Nous allons vite fermer avec ce petit sachet d'eau. Je vais me permettre. Hein. Donc, qu'on attache comme ça. Quelque temps après, vous allez constater des bulles d'air tout autour. Ça veut dire que le CO2 s'échappe. Tout ça là sera occupé par des bulles d'air. Et ici, vous allez attendre quelque chose qui sort régulièrement, chaque seconde, boum, 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 boum. Donc, c'est le CO2. Déjà 30 jours, le Super-Agro est prêt pour le champ. Avec ce produit, 1 litre, vous avez 1 hectare. Et le dosage, c'est 0,25 pour 16 litres d'eau. Le prix de revient ici, chez nous, nous faisons ça pour que le paysan puisse lui-même avoir accès à l'engrais pour ne pas être tenté pour l'agriculture conventionnelle. Donc, ici, si vous venez chez nous pour le 0,25, nous disons prenez ça à 25 francs. C'est gratuit. Et il y a cet engrais qu'on trouve partout dans les boutiques. Et on dit aux paysans, vous voulez faire l'agriculture biologique, il y a un produit bio qui travaille. Et on dit souvent pour vendre, on dit que ça vient de l'Amérique. C'est un produit américain, le Super-Agro. Et le prix, c'est pourquoi le prix est à 5 litres, 45 000. Nous, le Super-Agro de chez nous,
C'est produit avec les mêmes ingrédients, mais vous avez les 5 litres à 125 francs. Il existe de nombreuses recettes de biofertilisants. Nous vous proposons ici celles qui sont utilisées le plus souvent et qui font appel à des ingrédients que l'on trouve dans de nombreux pays africains. Plusieurs de ces préparations sont efficaces non seulement comme fertilisants, mais aussi comme insecticides. La première recette est celle du purin d'ortie. Cette préparation peut être utilisée comme engrais fertilisant, comme activateur de compost et fortifiant pour les plantes. Elle peut aussi servir d'insectifuge, d'insecticide et de fongicide. La deuxième recette est celle d'un engrais liquide bio. Il s'agit d'un mélange liquide composé de fumier, de restes végétaux, de cendres et de terre. Ce mélange fermenté, riche en micro-organismes, est utilisé sous forme liquide. La troisième recette est celle du purin de Tithonia diversifolia. Riche en phosphore, il s'agit d'un fertilisant pour améliorer les sols. Il est également utilisé comme insecticide. La dernière de ces recettes est celle du biofertilisant à base de Moringa oleifera. C'est un biofertilisant uniquement foliaire qui accélère la croissance des cultures. L'ensemble de ces recettes sont en téléchargement à partir du site internet d'Initiative Climat. Pour chaque recette, des indications sont données pour parfaire leur préparation. Les matières de base, leur ordre d'introduction dans la recette et les proportions à respecter. Ensuite, les étapes de fabrication sont détaillées. Enfin, des conseils sont donnés pour la préparation de l'amendement ainsi que les conditions d'application sur le sol ou sur les cultures. Les bactéries présentes dans le sol peuvent sécréter des substances utiles aux plantes cultivées. Ces substances peuvent aider à la croissance des plantes et à leur résistance face aux agressions telles que la sécheresse, le froid ou la salinité. En fournissant au sol des micro-organismes, l'activité biologique du sol est activée. Les différents organismes participent à la fertilisation du sol de façon naturelle. Par exemple, ils vont permettre une meilleure cohésion du sol et une meilleure aération, ce qui facilitera le développement de la plante et limitera les effets de l'érosion ou du lessivage. La méthode la plus couramment utilisée pour l'application des biofertilisants est l'épandage sur les sols avant la culture. Les biofertilisants peuvent être enfouis dans la terre lorsque le labour est effectué. Si la technique d'usaille ou poké est choisie, les biofertilisants sont déversés dans les trous creusés au préalable. Cela permet de fournir des éléments fertilisants à la plante après sa germination. Les biofertilisants peuvent également être apportés aux différents stades de la croissance de la plante. Dans ce cas, ils sont déposés à la base des plantes. Grâce à la pluie ou à l'arrosage, les substances nutritives s'infiltrent lentement dans le sol et sont absorbées par les racines. Quant aux biofertilisants liquides, ils sont dilués au préalable dans l'eau d'arrosage ou d'irrigation. Pour les champs de grande superficie, leur usage est plus facile que celui des biofertilisants solides. Par exemple, un hectare de terre requiert l'épandage de plusieurs tonnes de compost, ce qui nécessite beaucoup de travail. Pour cette même superficie, quelques litres de biofertilisants liquides peuvent être suffisants. Enfin, il est aussi possible de procéder à un traitement des semences dans un mélange d'engrais qui contiennent azote et phosphore, puis les sécher et les semer rapidement. La nature des biofertilisants employés et la méthode choisie pour les appliquer dépendent de la possibilité ou non de les produire sur l'exploitation, des modes de culture choisis, des surfaces à amender ou bien encore des moyens financiers disponibles. Dans tous les cas,
il convient de faire les amendements adaptés aux besoins des plantes cultivées et de les apporter au moment le plus propice. Les micro-organismes sont des êtres vivants essentiels à l'équilibre des écosystèmes. L'une de leurs caractéristiques est leur diversité. Les algues, bactéries, champignons, nématodes et protozoaires forment la plus grande partie de cette population. La plupart d'entre eux dépendent de la matière organique comme source de carbone et d'énergie. C'est pourquoi ils prolifèrent dans les premiers 10 à 15 cm de la surface du sol, où les résidus organiques et les racines des végétaux sont le plus abondants. Les micro-organismes de la rhizosphère libèrent également des substances, régulateurs de croissance, acides organiques, antibiotiques, hormones et enzymes, qui restent plus ou moins longtemps au niveau du sol, sont accessibles aux autres organismes ou sont absorbés par la plante, ce qui favorise la croissance végétale. Plusieurs interactions s'opèrent entre les micro-organismes et les végétaux, par exemple des impacts sur la croissance et la productivité végétale. La connaissance de ces interactions a permis la sélection et l'utilisation de certains micro-organismes dits efficients ou bénéfiques. Voici différents types de micro-organismes bénéfiques et leurs caractéristiques. Les bactéries photosynthétiques. Ces bactéries synthétisent des molécules essentielles à partir des débris végétaux qui permettent d'améliorer la croissance d'autres micro-organismes efficaces. Elles réalisent la photosynthèse, ainsi elles fournissent de l'oxygène aux racines. En plus, elles détoxifient les sols. Les bactéries acidolactiques. Ces bactéries produisent de l'acide lactique qui agit contre certains micro-organismes à l'origine de maladies. Les bactéries fixatrices d'azote. Ces bactéries fixent l'azote atmosphérique et le transforment en ammoniac, utilisable par les plantes. Elles se fixent aux racines et permettent aux plantes de prélever plus facilement l'azote nécessaire à leur croissance. Les actinomycètes, ce sont des bactéries anaérobies qui favorisent la décomposition de la matière organique et produisent des substances antimicrobiennes. Elles améliorent la qualité des sols. Les levures, ce sont des champignons unicellulaires qui synthétisent des substances antimicrobiennes utiles. Ultérieurement, cela permettra de favoriser la croissance des racines. Les champignons filamenteux ou fermenteurs. Ces champignons décomposent rapidement la matière organique et limitent la multiplication d'insectes ravageurs et de nématodes. Les micro-organismes bénéfiques peuvent être utilisés comme inoculum afin de favoriser la biodiversité du sol. Leur utilisation sur les plantes comme biostimulants et biofertilisants est la plus répandue. Voici les principaux mécanismes d'action des micro-organismes bénéfiques. La fermentation. Les micro-organismes bénéfiques entraînent la fermentation des matières organiques présentes dans le sol. Les substances dérivées produites augmentent la fertilité et la rétention d'eau du sol et elles fortifient les plantes en renforçant leur défense naturelle. L'antioxydation. Les micro-organismes bénéfiques produisent des substances antioxydantes qui évitent certaines maladies. La dépollution. Les micro-organismes bénéfiques peuvent aider à la transformation des molécules chimiques présentes dans les sols et permettent ainsi de dépolluer les exploitations. L'utilité des micro-organismes bénéfiques pour l'agriculture a été largement démontrée. Ce sont des biostimulants végétaux, des améliorateurs des propriétés du sol, des suppresseurs d'agents pathogènes des sols et des contrôleurs des maladies et ravageurs. Aussi, les micro-organismes bénéfiques permettent-ils d'accélérer le développement des plantes, d'améliorer les rendements et la qualité des récoltes. Ils favorisent la germination, la croissance, la floraison, la fructification et la reproduction des cultures. Ils stimulent la photosynthèse. Ils améliorent les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols. Ils augmentent la capacité de rétention en eau des sols. Ils renforcent les résistances des plantes contre les maladies et ravageurs.
Ils suppriment les organismes pathogènes et les ravageurs du sol. Ils produisent des antibiotiques et d'autres composés bioactifs. Ils induisent la complexion des métaux lourds, ce qui limite leur assimilation par les plantes. Et ils permettent la dégradation de toxines, dont certains pesticides. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.